Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Le génocide voilé de Tidiane Ndiaye, un livre qui traite de la fameuse traite arabo-musulmane dont on a évité de parler pendant très longtemps. Et si les choses changent en ce moment, c'est d'ailleurs en bonne partie grâce à ce livre. Alors pour rappel, la traite transatlantique a duré 4 siècles et a fait environ 12 millions de morts. Et la traite arabo-musulmane a duré 13 siècles sans interruption et a fait environ 17 millions de morts. Tidiane Ndiaye n'est pas là pour faire dans le victimaire, encore moins pour innocenter les Occidentaux. Ce qu'il cherche à faire, c'est rétablir la vérité. Dans son livre, il revient sur l'histoire de la traite, les méthodes et les raisons du silence. Et je vais vous résumer tout ça. Tidiane Ndiaye décrit l'Afrique pré-islamique comme un ensemble de sociétés souvent matriarcales et non polygames, relativement paisibles. Pour lui, la conquête arabe va faire sombrer l'Afrique dans un âge sombre qui a entraîné une suite permanente de razzias, de massacres, d'incendies, de dévastations et de stérilisation. Il réfute aussi l'existence d'un esclavagisme interne en Afrique avant la conquête musulmane. En fait, il vaudrait mieux parler d'un système de servage similaire à ce qu'on a eu en Europe au Moyen-Âge. Mais le serf n'était pas déshumanisé. Il avait des jours de repos et n'était pas contraint par la violence. Aucune civilisation n'a échappé à l'esclavage, mais le peuple noir en a quand même chié beaucoup plus que les autres et pendant beaucoup plus longtemps. Mais jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs, les arabo-musulmans vendaient majoritairement des slaves sur les marchés d'esclaves. Slave étant le nom donné par les arabo-musulmans aux captifs européens blancs. Donc pendant longtemps, leurs esclaves étaient autant noirs que blancs. Mais progressivement, la traite des blancs va prendre fin et ce pour 3 raisons principales. La Russie, en soumettant les Tatars et en contrôlant la Crimée, empêcha la poursuite de la traite. En colonisant le monde musulman, les Européens ont lutté activement contre l'esclavagisme et la Turquie, sous la pression des Européens, va abandonner la traite des blancs. Et ce manque d'esclaves blancs sera compensé avec plus d'esclaves noirs. Donc la traite arabo-musulmane et la traite européenne sont étroitement liées. D'ailleurs, il faut peut-être aussi rappeler que l'Afrique du Nord a longtemps été qualifiée de barbarie. Les barbaresques étaient les pirates qui pillaient les navires européens en Méditerranée et menaient de nombreux raids. Ils capturaient des Européens et demandaient des rançons à leurs familles. Sans paiement de la rançon, ils étaient réduits en esclavage. Pendant longtemps, l'Église catholique a payé les rançons. Et cette piraterie est l'un des motifs essentiels de la colonisation de l'Algérie par la France. Enfin bref, en 652, un traité est conclu entre le royaume de Nubie et l'Égypte. C'est le traité de Bact qui prévoyait que la Nubie fournirait chaque année 300 esclaves. C'est comme ça qu'est née la traite négrière. Elle est une invention du monde arabo-musulman et on pourrait la définir comme un commerce déshumanisant avec des exportations sur des longues distances. Les musulmans ont donc été les premiers et ils n'ont jamais vraiment arrêté, mais on y reviendra. En 703, après la victoire des Arabes sur les Berbères, commence réellement la conquête arabe de l'Afrique. Donc, les Arabes ont d'abord soumis l'Afrique du Nord avant de se diriger vers l'Espagne, puis de retourner en Afrique où ils vont commencer à islamiser le continent africain, le Coran dans une main, le couteau dans l'autre. Souvent, la propagation de l'islam n'est qu'un prétexte pour s'emparer de ressources et notamment de l'or, comme ce fut le cas au Ghana. Mais l'islamisation de l'Afrique ne commencera vraiment qu'au 9e siècle, même si beaucoup de conversions sont quand même assez ambiguës, parce que beaucoup d'Africains allaient conserver malgré tout leurs croyances animistes. Dans son livre, Tidiane Ndiaye cite Eric Williams. L'esclavage n'est pas le fruit du racisme, c'est plutôt le racisme qui fut la conséquence de l'esclavage. Ce que cette phrase veut dire, c'est que l'importation massive d'esclaves noirs a modifié en profondeur l'attitude des arabo-musulmans envers les noirs parce qu'ils sont devenus synonymes de servitude et de refus de l'islam. Les musulmans vont avoir recours à des arguments à la fois racistes et religieux pour justifier l'esclavage. D'ailleurs, on reproche souvent aux Européens d'avoir inventé le concept de race et de leur hiérarchisation, et donc d'avoir inventé le racisme au 19e siècle, mais on oublie les travaux de nombreux intellectuels musulmans. Je pense à Saïd Ben Ahmad Saïd, qui va écrire très tôt des ouvrages sur la question raciale. Et quand je dis très tôt, je parle des années 1050. Dans ses études, il classait les peuples en 7 grandes familles correspondant aux 7 climats et expliquait ainsi les différences de couleur de peau des hommes, leur tempérament, leurs mœurs et leurs croyances. Au XIVe siècle, à Tunis, Ibn Khaldoun, dans son ouvrage d'histoire universelle, va identifier des caractéristiques propres aux Noirs, à savoir la légèreté, l'inconstance, l'émotivité et l'envie de danser quand ils entendent de la musique. Au fond, le choix qui s'offrait aux Noirs africains, c'était soit de se convertir, soit d'être réduits à l'esclavage.
Tu préfères boire ton pipi ou manger ton caca? Bref, pour Ndiaye, le racisme est intrinsèquement lié à la religion musulmane. D'ailleurs, petite anecdote, le mot arabe abid, qui signifiait esclave, est devenu, à partir du 8e siècle, synonyme de noir. Et si les arabo-musulmans étaient en avance, entre guillemets, sur les théories raciales, ils l'étaient aussi en ce qui concernait l'apartheid. Dans le monde arabe, la ségrégation raciale excluant les Noirs était très répandue. D'ailleurs, si l'islam interdit de réduire en esclavage des musulmans, même si un esclave se convertissait, il n'était pas affranchi parce que l'esclavage était considéré comme une humiliation due à l'incroyance, qu'elle soit présente ou passée. Il n'y avait donc aucun moyen de s'en sortir. Une autre justification théologique au racisme, c'est l'histoire de Cham. Dans la Genèse, Cham, le plus jeune des 3 fils de Noé, entre dans la tente de son père, il le voit à poil, allongé par terre, ivre-mort, et il se précipite dehors pour tout raconter à ses frères et se moquer de son père. Quand Noé se réveille, il entend parler de ça, et il décide de maudire Cham et toute sa descendance. Et Cham serait l'ancêtre des Noirs. Or, à l'origine, le passage ne mentionne pas du tout la couleur de la peau de Cham, mais cette interprétation va être utilisée pour justifier le racisme, et pas uniquement chez les musulmans. On va maintenant s'intéresser aux méthodes employées pendant la traite arabo-musulmane. Au XIIe siècle, les Zenj appelaient les Arabes le peuple des dattes, parce qu'ils capturaient les enfants en les appâtant avec des dattes. Assalam alaikum Georgie, tu veux des dattes? Mais ils vont vite se lasser d'utiliser la ruse et vont rapidement préférer employer la force, c'est-à-dire les razzias, les incendies et les chasses à l'homme. Après avoir razzié les villages, les Arabes entamaient la traversée du désert, ce qui provoquait une perte inévitable de 20% de la cargaison, entre guillemets. Et les routes qui menaient à l'Afrique du Nord étaient toutes jonchées de cadavres. Il faut aussi parler des monarques et autres notables africains collaborateurs, ces fameux noirs qui vendaient des noirs. Comme quoi la corruption en Afrique, c'est pas un phénomène nouveau. Les conflits entre royaumes allaient alors se multiplier. Ainsi la réalité est que des noirs ont livré d'autres noirs, parce qu'aucun peuple n'est différent d'un autre dans les vertus ou dans le crime. Et il rajoute aussi qu'on ne peut décemment pas reprocher au peuple noir d'avoir commis ces crimes qui sont dus à une situation qu'il n'a pas lui-même déclenchée. Il ose d'ailleurs une comparaison avec le régime de Vichy en disant qu'il est idiot de condamner tout le peuple français pour les crimes commis pendant cette période. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Il faut aussi parler du phénomène de castration massive qui fait, selon Ndiaye, de la traite arabo-musulmane ni plus ni moins qu'une entreprise de génocide programmé du peuple noir. Parce que d'une part, l'opération tuait 80% des patients, et d'autre part parce que ça les empêchait d'avoir une descendance. C'était d'ailleurs une opération normalement pratiquée uniquement sur les animaux. Il y avait donc bien l'idée d'une déshumanisation des Noirs de la part des Arabes. Et les eunuques ainsi créés devenaient une marchandise rare qui servait la plupart du temps à surveiller les harems. Ils valaient d'ailleurs 2 fois le prix d'un esclave entier. Et au départ, on se contentait de couper les boules, et progressivement, on va aussi couper la tige. Parce qu'on a longtemps pensé que la castration réduisait le désir sexuel à néant. Or, c'est faux. Les rois et les époux constataient souvent en revenant au palais ou à la maison à l'improviste que même sans les boules, ça marchait bien. En Orient, les eunuques sont des amants très recherchés. On leur a coupé les testicules, mais pas le membre. On peut faire la chose pendant des heures sans jamais jouir, et sans vous laisser un polichinelle dans le placard. L'autre raison de cette castration, c'est que les esclaves, une fois castrés, étaient plus fidèles et plus soumis à leur maître. D'une manière générale, les femmes avaient plus de valeur. Le plus souvent, elles servaient à l'esclavage sexuel, mais aussi de bonnes à tout faire ou de cuisinières. Et elles étaient toutes violées en chemin, histoire de les briser psychologiquement et devenir parfaitement soumises à leurs futurs propriétaires. Lorsqu'elles accouchaient, leurs enfants le plus souvent étaient tués. Les hommes, eux, étaient utilisés dans l'agriculture, l'extraction minière, la récolte des perles dans la mer Rouge, mais aussi, on l'a vu, comme eunuques ou comme soldats. En moyenne, l'espérance de vie d'un esclave mâle était de 7 ans. Les femmes vivaient plus longtemps parce qu'elles étaient soumises à des tâches moins éreintantes. Cuisine! Cet énorme besoin d'esclaves s'applique, selon Ndiaye, notamment parce qu'il n'y avait pas assez de travailleurs pour développer l'agriculture dans les pays musulmans. De plus, à cause d'un système de taxes complexe et abusif, les travailleurs préféraient s'enfuir plutôt que d'être contraints à payer. En fait, avec l'esclavage, l'homme arabe était dispensé de toute tâche utile à la société. Et c'est pour ça que malgré l'abolition occidentale de l'esclavage au XIXe siècle, la traite arabo-musulmane a continué de se développer. Y mettre fin aurait obligé les Arabes à accomplir des tâches qu'ils avaient fini par rejeter par tradition, et donc de risquer une révolte. C'est finalement la paresse des Arabes qui les a rendus si dépendants à l'esclavage.
Dans l'inconscient collectif, quand on pense esclavage, on pense commerce triangulaire et on pense domination du blanc sur le noir. Si la traite transatlantique est abondamment documentée, la traite arabo-musulmane est quasiment ignorée. Alors pourquoi ? Déjà, il faut comprendre que la question de l'esclavage a très tôt posé question en Occident, et qu'elle provoquait de nombreux débats, et ce, dès le XVIe siècle. Si chaque homme porte en lui la substance de l'humaine condition, il n'y a pas plus de hiérarchie possible entre les êtres qu'entre les peuples. Aux États-Unis, la question de l'esclavage a débouché sur une guerre civile qui a été la plus sanglante de son histoire. L'abolition a d'ailleurs été à l'initiative de l'Occident. Et du côté du monde arabo-musulman, rien, même pas le début d'une ébauche de repentance ou d'excuses. Et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà parce que l'esclavage a été institutionnalisé par l'islam, et par là même il devient péché de le remettre en cause. Il y a aussi l'idée selon laquelle l'abolition de l'esclavage est ressentie comme une idée purement occidentale et qu'elle serait une tentative de colonialisme culturel. Elle doit donc être rejetée. Et il faut d'ailleurs souligner ce paradoxe assez fascinant qui est que c'est finalement la colonisation européenne qui a mis fin à l'esclavage. Et la dernière raison, c'est ce que Tidiane Ndiaye appelle le syndrome de Stockholm à l'africaine, c'est-à-dire la solidarité religieuse, voire idéologique, simplement parce qu'une bonne partie de l'Afrique est musulmane. Les populations arabes et noires africaines préfèrent braquer les projecteurs sur les méfaits occidentaux pour ne pas remettre en cause leur relative bonne entente. Ils préfèrent se voir comme des victimes solidaires du colonialisme occidental plutôt que de remettre en question leur propre histoire. Et aujourd'hui encore, en Libye, au Maroc ou en Algérie, le racisme envers les Noirs est quelque chose de très fréquent. Pour finir, n'oublions pas une chose, l'esclavage n'a pas disparu. Il concerne encore près de 40 millions de personnes et tous les pays qu'il pratique sont des pays musulmans. À travers cet ouvrage, le but de Tidiane Ndiaye n'est pas d'accuser qui que ce soit, mais plutôt de se diriger vers un « plus jamais ça », comme celui qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Car, et n'en déplaise aux fanatiques de la cancel culture,